Fait que l'autrice du texte, dans le fond, ce qu'elle aborde, c'est surtout les traités. Donc, la vision occidentale de voir les traités, puis comment que l'épisode de la colonisation est à comprendre avec la manière dont nous, on voyait les traités en tant que blancs versus la non-reconnaissance, la non-reconnaissance de la valeur qu'on a eue par rapport aux autres formes de traités que les personnes autochtones avaient. On a juste resté comme stické, mettons, sur notre vision occidentale de voir le traité qui est comme un traité écrit, puis avec des signatures, tout ça. Puis qui a comme une valeur vraiment comme totalement détachée du spirituel, mettons. OK. Fait elle se lance, puis c'est ça. Elle dit que les traités entre les personnes autochtones, entre les tribus, puis entre les clans, excusez-moi, puis entre les nations, étaient faits de manière orale, puis qui étaient liés à des droits, mais aussi à des responsabilités. Fait que souvent, elle va dire, les Occidentaux, quand on fait des traités, on les voit surtout en termes de droits. Donc, on voit un droit sur ci, un droit sur ça, sans pour autant mettre de l'avant dans les traités qu'il y a aussi des responsabilités qui sont liées à ces droits-là. Donc, elle dit que c'est une des différences majeures. Puis elle dit aussi que, qu'aujourd'hui encore, c'est un problème évidemment que les Européens puis les Blancs n'arrivent pas à avoir la valeur là, des traités des personnes autochtones, puis ils prévaut encore sur les traités autochtones. Donc, il faudrait faire un travail de revoir la valeur, puis qu'est-ce que ces traités-là disaient. Les traités entre les clans et les nations autochtones visait à solidifier les alliances sur le territoire. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir des alliances, puis de respecter chacune de ces traités-là en termes de droits et de responsabilités pour soi puis pour les autres. Puis, le but des traités, en fait, c'est toujours de maintenir des relations pacifiques puis respectueuses. Et c'était vraiment ça qui était au centre des traités. C'était de s'assurer qu'on ait des relations pacifiques là, entre les différentes nations. Euh, Puis, c'est ça qu'elle dit. Elle dit qu'un cri qu'elle avait rencontré, là, puis qui a donné le goût d'étudier plus les traités, dans le fond, ce cri-là lui a raconté que lorsque les Blancs sont arrivés, c'est que les cris étaient super ouverts à faire un traité avec eux, puis ils pensaient que avec ce traité-là, que les Blancs allaient rejoindre leur manière de vivre, puis leur manière de faire les choses, de vivre sur le territoire. Puis c'est pour ça que jamais il y aurait pas fait de traité avec les Blancs. Puis, ils ont fait un traité oral dans ce but-là, puis ils pensaient pas que d'autres formes de traités existaient dans lesquelles le but dernier était comme de s'enrichir, puis d'aller exploiter les ressources d'un territoire jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Euh, donc, suite à cette conversation-là que cette personne crie, elle est retournée euh, elle-même, dans le fond, au sein du territoire euh, de la nation dont elle est originaire, qui se trouve à Mississauga, puis qui est habitée par la Nishnabeg Nation. Puis elle s'est entretenue avec les keepers puis les ancêtres de ce clan-là pour savoir qu'est-ce que leur traité à eux vraiment signifiait. Puis elle a réalisé qu'il entrait vraiment en contraste avec la manière euro-canadienne de voir les traités. Puis dans la manière dont on parle des traités. Donc, nous, comment on veut les traiter, mettons, dans les cours d'histoire ou dans notre manière. Elle dit que ça même, c'est occidental de voir les traités comme en telle année, il y a eu tel traité. Puis ouais, cette manière-là de voir le traité. Ensuite, elle dit qu'il y a plusieurs aussi étudiants autochtones au sein de son clan qui ont fait des écrits dans une stratégie de décolonisation par rapport à ça, puis qui ont passé par le monde académique, mais à travers euh, les lois ou les manières académiques de faire pour ces personnes-là, qui valorisent notamment l'histoire personnelle, puis les théories autochtones, puis la mise en scène narrative.
Donc, elle dit que elle, le clan va utiliser le Bimadiwizin. Je m'excuse pour la prononciation, là, mais dans l'énonciation des propos. Puis ça, ça signifie vivre une vie bonne. Puis ça, c'est au centre des traités. Vivre une vie bonne, en fait, c'est un équilibre entre tout, entre la nature, les relations avec soi, euh, les relations intrapersonnelles, interpersonnelles, la famille, puis aussi avec les nations, les autres nations du territoire. Donc, tout ça, c'est un équilibre. Puis lorsqu'on fait un traité, bien, ça implique mener cette vie bonne-là. Puis si on le fait dans euh, des choses, si on ne vit pas d'une manière éthique au niveau personnel, ben nécessairement, ça veut dire qu'on ne vivra pas nos choses éthiques dans la manière collective. Donc, pour eux, c'est vraiment important de vivre autant les manières collectives bonnes pour s'assurer que leur éthique personnelle est bonne, puis vice-versa, de vivre l'éthique personnelle bonne pour être sûr que les traités qu'ils signent, ben, qui sont, ben, pas qu'ils signent en fait, parce qu'ils ne signent pas, mais les traités oraux qu'ils disent, ben, qu'il y ait une puissance faut qu'ils respectent une certaine éthique personnelle. Puis s'ils n'ont pas d'éthique personnelle, ben c'est comme si ces traités-là n'ont pas vraiment de signification. Fait que l'éthique interpersonnelle est reliée à l'éthique entre clans puis entre nations. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que l'éthique met l'accent sur l'importance de la liberté individuelle, mais au même moment de la responsabilisation collective. Il y a donc la possibilité de bien gouverner au sens collectif si dans les interactions personnelles avec soi-même, nous ne sommes pas éthiques et responsables. Donc, c'est la bonne gouvernance, c'est d'avoir des bons liens, d'être bon avec sa famille, avec son clan, avec sa nation, puis avec les autres nations. Le système politique était basé sur le clan et sur les valeurs d'éthique pour mener la bonne vie. Les clans étaient formés liés à une nation, à un territoire qui était représenté par un animal en particulier. Ça aussi, ils mettent vraiment ça. L'autrice, en fait, le mis ça de l'avant dans son texte, que le lien avec l'animal était formalisé, sacralisé, puis ritualisé. Puis les membres, en fait, à travers ce traité-là, représentaient comme un animal, puis avaient vraiment des tâches spécifiques à l'animal qui était associé. Alexis, tu en as un peu parlé tantôt. Et tu disais qu'il y en a qui étaient plus associés, mettons, aux zoos ou whatever. Puis elle parle que son clan est associé aux poissons. Donc, il y a un devoir aussi de transmettre de l'information par rapport à la vie des poissons, puis à la préservation, mettons, de l'écosystème des poissons. Puis que ne pas vivre de même, en fait, ben c'est ça, c'est contraire à l'éthique. Donc, chacun avait comme des responsabilités dans les nations par rapport à un animal, puis c'était lié par un traité. C'est ça. C'est ça. Les traités, tout ça, là, ce que je voulais dire, en fait, c'était pour ramener au point que les traités ne sont pas juste liés aux humains. Tu sais, dans le monde occidental, les traités sont juste entre sociétés. Ben, les traités existent pour les personnes autochtones aussi avec le monde non vivant. Ou pas non vivant, mais je veux dire avec le monde non humain. Donc, ils ont vraiment une ouverture là, par rapport à qu'est-ce que les traités peuvent être. Puis, il y avait aussi des accords politiques avec les autres nations. Puis, elle parle d'une nation du Dakota avec qui sa nation, en fait, avait des problèmes. Mais c'est comme, ils n'ont pas eu le choix d'arriver à une résolution parce que, en fait, ne pas être en paix puis en équilibre avec les autres clans, les autres nations qui vivaient sur le territoire, mais ça faisait que c'était une menace pour le territoire puis pour là, je vais dire les ressources, mais je pense que c'est le bon mot, mais pour les autres êtres vivants qui sont sur le territoire. Parce que lorsque, mettons, deux nations sont pas en relation amicale, ben, ça fait que le, l'écosystème est en danger parce qu'il n'y a pas comme le travail, l'équilibre de l'habitude qui fait que chaque personne joue un rôle qui est important lorsqu'il y a problème. Puis elle dit qu'elle avait eu un rêve, puis que c'était de faire cadeau à l'autre nation pour essayer de
de les rapprocher, puis ça passait par un instrument de musique, puis ça a fonctionné. Puis qu'aujourd'hui, ces deux clans-là sont alliés, puis qu'ils arrivent à faire partie du territoire en même temps. Et elle dit que ça, c'est vraiment un apprentissage pour nous, les colonisateurs, en fait. Euh, puis, euh, puis je- euh, pour les colonisateurs, puis c'est ça. Fait qu'il importe vraiment elle dit que c'est vraiment une leçon qu'on doit apprendre aujourd'hui de genre la conclusion en fait que l'autrice elle fait, c'est que finalement, on a des apprentissages à faire en tant que colonisateur, en tant que blanc de ces traités-là oraux qui étaient pratiqués par les personnes autochtones. Puis c'est que, tu sais, en termes, mettons, avec la réconciliation, mais c'est que c'est possible de vivre sur un territoire, d'être plusieurs, en fait, à vivre sur un territoire, puis que ça se fasse dans le meilleur des mondes, en fait, pour la nature, puis pour les personnes, les choses, les personnes qui nous entourent, puis tout ça. Hmm. Puis ça me rappelle qu'il y a une partie de mon texte que j'ai oublié de dire parce que j'étais comme trop dans une bulle. Puis, ben, mon texte ne m'appartient pas, là, mais ce qu'elle disait, ça complète un peu ce qu'on a discuté jusqu'à date, là. C'est que euh, le fait que même dans certaines sciences, on recommence en tant que blanc à reconnaître comme les approches autochtones, puis à même les intégrer. Le problème avec ça, c'est que, mettons, elle apprend l'exemple des écologistes féministes, puis des gens qui étudient les sciences naturelles, mais c'est comme des philosophes de la science. Mais en tout cas, elle donne l'exemple de ces personnes-là qui prennent comme des concepts autochtones pour dire des choses qui sont vraiment pas fidèles aux visions autochtones, dans le fond. Puis, après, mettons, c'était quoi l'exemple? Tu sais, mettons, parler de l'histoire d'origine, mais en parler en tant que légende. Dire que c'est une légende au lieu d'une réalité, c'est nier comme l'histoire autochtone, puis c'est dire, on regarde ça comme inférieur encore, mais on va comme être un petit peu New Age, puis ouvert d'esprit, puis avoir l'air un petit peu progressiste en parlant. Fait que ce qu'elle dit, dans le fond, c'est que ça fait juste reproduire la même affaire qu'elle disait, la distinction entre ce qu'une chose est, puis son pourquoi, son comment. Puis ça fait partie du projet colonial de faire ça, de dire, dans le fond, c'est gaslighter les personnes autochtones à ne pas croire leur propre histoire, puis à ne pas croire leur philosophie traditionnelle, puis leur regard sur le monde. Puis ça encourage à être déconnecté, justement, du monde spirituel, puis à être déconnecté du monde non humain. Ouais. En gros, c'est ça. Puis ce qu'elle disait aussi, puis ça revient un peu à quelque chose que tu disais sur les traités tantôt, Carl, c'est dans nos têtes comme pas autochtones, une société, c'est juste une entente entre des êtres humains. Mais ce qu'elle dit, c'est les mots qu'on a maintenant pour dire un écosystème ou un habitat, c'est une société entre non-humains. C'est une entente, puis un partage du territoire, puis chaque entité a son rôle là-dedans à jouer. Puis c'est donc une société, là aussi. Puis la société, ça se constitue pas juste d'êtres humains.